Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Vous êtes sur Guérite TV Monde et vous venez de faire le meilleur choix d'ailleurs. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions, vendredi 7 octobre 2022, le premier numéro de votre émission pour le compte de l'an 2 de cette émission. Joyeux anniversaire, Gaspard Adjamossi. Merci, Shamsdine Badaro. Joyeux anniversaire à nous tous. Joyeux anniversaire à ceux qui nous suivent et nous espérons que c'est avec plaisir qu'ils nous suivent. De toutes les façons, c'est avec plaisir que nous sommes là tous les vendredis. Achille Wusso. Joyeux anniversaire d'abord à ceux qui nous suivent parce que c'est eux qui font qu'on est encore là. Joyeux anniversaire aussi à l'équipe technique de Guérite TV Monde et à ce plateau également que vous dirigez de droite et de main. À quand la célébration de la 1 alors, de l'émission Les Grandes Contradictions? On pose exactement la question à qui de droit. Gaspard Adjamossi, on adresse la question à vous. Non, moi j'ai envie de poser la question à ceux qui font l'actualité. Et justement, Eric Ndoté a fait l'actualité cette semaine. Eric Ndoté a exprimé des inquiétudes devant les membres de la Sénat. Gaspard Adjamossi. Oui, déjà qu'il faut remercier cette initiative de la Sénat qui vise déjà à rencontrer les différents acteurs impliqués dans le processus électoral et donc de rencontrer les responsables des partis politiques, les partis politiques soit dit en passant, qui sont les premiers concernés, n'est-ce pas, par les prochaines élections législatives. Je crois que c'est déjà une bonne chose que les différentes parties s'asseyent, qu'ils essaient de discuter des différents points, des points d'accord, des points de désaccords et autres. C'est dans ce sens, n'est-ce pas, que Eric, on était certainement dans sa posture d'opposant, à essayer, n'est-ce pas, de poser un certain nombre de problèmes. Des problèmes qui sont pour la plupart réels, bien sûr, puisque avant lui, sur la question des dysfonctionnements qu'on a observés du côté de l'ANIP, par exemple, du côté du transfert, des transferts de votants, du côté... Tout ça, là, je crois que les gens sont unanimes un peu sur ces aspects-là, parce que bien avant lui, il y a d'autres acteurs politiques, notamment de la majorité présidentielle, qui ont également dénoncé ces faits. Je prends l'exemple du député, je suis en train d'oublier son nom, je vais bien m'en rappeler, qui avait déjà posé le problème par rapport à l'ANIP, même qui a écrit à l'ANIP, qui a écrit au chef de l'État, c'est ce qui avait fait dire à certains entre-temps que le chef de l'État avait demandé de reprendre toutes ces opérations. Donc c'est des problèmes réels que Eric Ndoté pose. Moi, à mon avis, peut-être que c'est sur l'autre aspect, l'aspect qui tend à dire que ce n'est qu'un seul camp qui se trouve dans tous les organes est en charge de l'organisation de cette élection-là. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui, en disant ce qu'il dit là, s'il peut inverser quelque chose, je ne le pense pas. Il ne sera plus question aujourd'hui de modifier la composition de l'Assemblée nationale, de modifier la composition de la Cour constitutionnelle, de modifier la composition de la Sénat ou quoi que ce soit. Ce qu'on peut peut-être leur concéder, c'est peut-être d'avoir quelques membres dans les structures, comme les structures déconcentrées d'organisation des élections ou même des membres au niveau des bureaux de vote. Encore que sur ces aspects-là, c'est un appel à candidature qui se fait et que chacun peut postuler et se retrouver dans ces organes. Donc je dis c'est à juste titre qu'il pose ces problèmes-là, mais je ne sais pas s'il aura la solution. De toutes les façons, on a eu quelques garanties cette semaine, notamment au niveau des propos. Moi j'ai écouté le ministre de l'Intérieur, je crois, qui a dit que tout sera fait pour que ces élections-là soient organisées de manière à satisfaire tout le monde. Et je crois que j'ai également écouté Issaka Liafia qui disait que quand ils étaient opposants, qu'on ne les empêchait pas d'aller, je crois, je ne le cite pas mot pour mot, mais il a dit quelque chose de ce genre-là, que personne ne les avait empêchés en son temps d'aller aux élections et qu'il ne s'agira pas pour eux
parce qu'ils sont aujourd'hui dans cette position-là d'empêcher qui que ce soit d'aller aux élections. Donc j'imagine que les conditions sont là pour que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions possibles pour les uns et les autres. Eric Ndete, même discours. Même discours, discours d'opposant. Ouais. C'est normal, hein, c'est normal que dans cette posture-là, il y ait des inquiétudes. Et ce qui est important, c'est d'avoir participé à cette rencontre et d'avoir exprimé ses inquiétudes. S'il avait choisi de faire la politique de la chaise vide, ce serait dommage parce que les conditions où les discussions vont se tenir et sans qu'on ne les entende sur un certain nombre de choses. Et je suis sûr hein, qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, que c'est déjà un grand pas que l'opposition a fait en allant exprimer ses inquiétudes par rapport aux conditions d'organisation de ces élections-là. Et je crois que les propos rassurants des responsables de la Sénat pouvaient donc faire croire que les préoccupations de l'opposition en général et de Eric Ndete en particulier vont connaître peut-être, seront déposées sur la table, analysées et bon, qu'il aura peut-être une suite favorable à certaines de ces préoccupations, surtout lorsque on parle donc de la liste électorale et qu'on parle des dysfonctionnements au niveau de l'ANIP. Je crois que les responsables feront quelque chose pour que ça ne soit pas de ce côté-là que le mal arrive. Si il y a encore possibilité à lancer les responsables donc de l'ANIP pour qu'ils améliorent davantage cette liste, qu'ils épurent la liste pour écarter les mineurs, tels que Eric Ndete l'a dit, et les non-béninois. Donc, puisque voilà une liste qui ne fait pas la part des choses en fait, parce qu'il y a tout le monde dedans, même les étrangers ont été enrôlés. Donc, est-ce que, je ne sais pas comment ça va se faire pour qu'il y ait vraiment une crédibilité au niveau donc de cette liste-là. Je crois quand même que c'est déjà bon que les problèmes soient posés et nous sommes environ à 3 mois encore donc, de ces élections-là. On a peut-être encore le temps donc, de connaître de ces difficultés et de donner la garantie que les élections vont se passer vraiment comme l'a dit le ministre de l'Intérieur. Merci à vous, Achille Osso. Gaspard Gamossi, vous êtes de l'autre côté de l'Assemblée nationale, même si certains pensent que c'est vous qui essayez quand même de nous filer des informations. Par ici, les députés votent plusieurs lois, dont celle sur la Cour spéciale des affaires domaniales et celle qui permet la suspension des peines de prison par le président de la République. Je ne comprends pas, Gaspard Gamossi. Et vous ne comprenez presque pas souvent ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas nouveau. C'est parce que... Même si on vous casse... Non, c'est ce genre de discussion. Parlons des choses essentielles. Vous savez, aujourd'hui, vous me posez la question de savoir ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale par rapport au vote de ces lois. Je ne suis pas plus privilégié que vous parce que je n'étais pas, quelque part, je n'étais pas à l'hémicycle. Je n'étais pas dans la cabine de presse. J'ai suivi comme vous les débats au niveau de radio hémicycle. Donc nous avons les mêmes privilèges. Et donc ce n'est pas que j'ai peut-être le privilège que moi je peux avoir, c'est peut-être d'être dans la maison et peut-être d'avoir l'opportunité d'échanger avec l'un ou l'autre des députés ou l'un ou l'autre des responsables pour avoir plus de détails que vous. Sinon que j'imagine que nous sommes dans les mêmes conditions et l'Assemblée, je pense que vous aussi, vous pouvez venir à l'Assemblée nationale et discuter avec qui vous voulez pour avoir des informations si vous le voulez. Maintenant, sur l'objet, sur votre question des lois, oui, votées, je crois que non, non, c'est même plus que 2 lois, puisque l'Assemblée, je crois que c'est 4 ou 5 lois qui ont été votées il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Bon, il y avait déjà cette question de la création de la Cour en charge des affaires domaniales. Je crois que déjà ça a fait l'objet de discussions déjà ici. Nous avons applaudi l'initiative en son temps en disant que c'est quand même bien que cette loi-là advienne, au moins pour décourager ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau du foncier au Bénin, parce que c'est une véritable mafia. Quand vous prenez des communes
comme Abomey-Calavi, Porto Novo, Cotonou, dans une moindre mesure d'autres villes comme Parakou, Afro-Misérité, Boycon et autres. C'est un véritable problème. Et je crois qu'en créant cette cour spéciale, je crois que le premier objectif, c'est d'abord de décourager ces pratiques-là qui se sont installées dans notre pays. Et il faut saluer l'avènement de cette cour. J'espère que cette cour ne sera pas décriée comme l'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, parce que les juristes disent que la création des cours spéciales généralement amène à des déviances. Je n'en sais rien. Attendons que cette cour commence par fonctionner pour savoir ce qu'il en sera. Maintenant, sur l'autre aspect, je crois que c'est un sujet qui est vraiment un sujet apolémique. Et on ne peut pas dire a priori qui a raison aujourd'hui et qui n'a pas raison. Je parle de la loi qui vise à permettre, qui autorise le chef de l'État à effacer les peines. Moi, je ne sais pas. Il faut se questionner pour se dire si quelque chose se cache derrière le vote de cette loi. Moi, je n'en sais absolument rien. Si aujourd'hui, le président de la République a la possibilité d'amnistier, si aujourd'hui il y a de gracier, je voulais dire, si aujourd'hui il y a la possibilité qu'on vote une loi pour amnistier des prisonniers, moi je me pose la question de savoir pourquoi penser exceptionnellement à une loi pareille. Je ne peux pas avoir de réponse à cette question, je n'en ai d'ailleurs pas, mais ça permet d'interroger. Et moi je suis d'autant plus gêné en évoquant cette question-là que quand des propositions ou des projets de ce genre-là interviennent au niveau de l'Assemblée nationale, il est de bon ton qu'il y ait un véritable débat de nos parlementaires. Il est de bon ton aujourd'hui qu'on sente que les députés sont préoccupés et que les différentes préoccupations exprimées au niveau de la population sont ressorties par les députés. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Assemblée nationale fonctionne comme une caisse de résonance où bon, quand ça vient, c'est comme... même aujourd'hui, à la poste, on perd des lettres. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand ça vient, c'est que ça passe et rapidement. Et ça permet à certaines... Une estampillation exceptionnelle. Merci, Gaston. Oui, mais bon... Caisse de résonance au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, je ne crois pas forcément que ça soit une caisse de résonance. Vous savez, l'État fonctionne selon ses besoins et prend les lois conformément aux besoins exprimés, et surtout qu'il s'agit d'un projet de loi. Et ça veut dire que c'est le gouvernement qui a senti la nécessité de prendre une disposition particulière pour agir dans ce sens. Et c'est peut-être le ministre de la Justice ou le président de la République qui sont les seuls à même de savoir pourquoi un tel projet de loi ou pourquoi une telle loi dans notre République. Si cela, c'est pour donc contribuer à l'apaisement du climat social, tant mieux. Ce serait tant mieux parce qu'aujourd'hui, nous savons ce qui agite plus l'actualité politique dans notre pays. C'est la privation des libertés de quelques responsables politiques, parlant de Eric, qu'est-ce qu'il raconte? Parlant de Joël Aïvo, de Rekia Amadoukou, et pourquoi pas de le Maya de Leron, comment vous l'appelez? De Adjavon Sébastien. Donc, voilà des préoccupations majeures. Est-ce que le chef de l'État pense que c'est à partir d'une loi qu'il faut agir et que la grâce ne suffirait pas? Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu pour le savoir, mais ce qui est sûr, à l'application, on saura quelle est la nécessité ou l'urgence d'une telle loi. Les députés ont voté à l'Assemblée nationale, ils ont lu certainement les motivations qui ont amené le gouvernement à faire ce projet. Et donc, s'ils ont autorisé le gouvernement, c'est peut-être parce qu'ils pensent que ça va, cette loi-là va dans l'avantage de la population ou du peuple qu'ils représentent.
on va voir ce que... Je voudrais vous accorder le bénéfice de cette réflexion-là, mais je voudrais juste... je l'ai lu comme tout le monde sur, je crois, Internet ou WhatsApp, je ne sais plus, mais sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'a fait un petit clic dans ma tête. La question de la personne, c'était de savoir si sur cette législature-là, de mémoire de Béninois, s'il y a une loi qui n'a pas été votée, enfin, il y a un projet ou une proposition de loi qui n'a pas été votée à l'unanimité. Je laisse Achille répondre à la question et quand il aurait répondu, il me dirait si c'est vraiment tout ce que le gouvernement amène là qui est très bon et qu'il faut voter en applaudissant. Parce que c'est quand même exceptionnel que 83 personnes aient une identité absolue de vue, de point de vue. C'est comme si même des jumeaux ne s'entendent pas de cette manière-là. Et quand on veut faire les choses, je ne le dis pas pour critiquer, mais écoutez, il faut parfois faire les choses avec intelligence et avec élégance, même si c'est une caisse de résonance. Parfois, il faut jouer un autre rythme, un autre son de musique pour détonner un peu, plutôt que d'être aussi unanime. En tout cas, il y a quelque chose de gênant. C'est votre avis. En cela. Absolument, c'est mon avis et je l'assume. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié le pipan, parce que le non, pipan, c'est vrai. Même à l'ère du pipan, oui, il y avait quand même des voix qui dissonnaient. Je suis d'accord. Et en ce moment même là, je crois que c'est en ce moment on a eu les tam-tams. On a eu les mangeurs d'arachides et autres. Non, c'est simplement pour vous dire qu'aucun chef de l'État ne veut avoir en face de lui une assemblée qui ne soit pas non, absolument, c'est humain. C'est humain. Mais quand on soutient, moi je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas soutenir les actions du chef de l'État. C'est bien qu'un chef de l'État ait sa majorité à l'Assemblée nationale et qu'il puisse faire passer ses projets de développement et autre chose. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut soutenir avec intelligence, faire les choses avec élégance, faire les choses d'une certaine manière. Mais quand on te pose la question en tant que Béninois, parce qu'il nous arrive parfois de sortir du pays, quand ceux qui nous suivent vous posent la question de savoir, mais quand vous prenez votre Assemblée nationale là, sous cette législature-là, est-ce qu'un député a voté contre au moins un projet et que vous n'avez pas réponse à cela? Si vous êtes fier, moi je ne le suis pas en tout cas. Vous avez en partie raison lorsque on fait allusion à ce code électoral que les députés eux-mêmes ont voté à l'Assemblée nationale et qui sont allés se faire expliquer par la Sénat. Vous vous rappelez? Et puis vous savez, il y a aujourd'hui un aller-retour, il y a un aller-retour presque incessant des lois votées par l'Assemblée nationale où vous voyez la loi qui a été votée, révisée, promulguée, revient sous une forme où il faut faire des amendements. En principe, je crois que s'il y avait, cette manière de faire qui permettait aux députés de se donner une certaine liberté, de faire des propositions et de modifier beaucoup de choses, je ne pense pas qu'il y ait ce type d'aller-retour et que ce Parlement-là fonctionne de cette manière. Un autre sujet à présent, je reste avec Achille Oussou pour parler de la journée mondiale des enseignants. Oui. Ça vous dit quoi cette journée? En fait, c'est une journée pour reconnaître à l'enseignant sa place dans la société, parce que vous voyez, tout part de l'enseignant, tout part de l'enseignant, quel que soit ce qu'on se réclame, il faut passer par la main, par les mailles des enseignants. C'est eux qui trient, c'est eux qui modèlent, c'est eux qui façonnent, c'est eux qui vous font en tant que président de la République, en tant que ministre, en tant que député, c'est eux qui font en tant que directeur de ceci ou de cela, en tant que médecin. Donc, c'est un métier exceptionnel et qui mérite donc qu'on lui consacre aussi une attention particulière. Et je crois que c'est dans ce cadre que cette journée mondiale de l'enseignant a été initiée et est célébrée chaque année. Bon, maintenant, au Bénin, est-ce que ça nous dit quelque chose? C'est là toute la question. Gaspard aussi. Oui, au Bénin, ça nous dit quelque chose puisque la journée a été célébrée. Et je pense que c'est la 29e fois d'ailleurs que le Bénin célèbre cette journée de l'enseignant. C'est vrai que c'est une occasion. Bon, non, Achille
en tant qu'enseignant, pas à temps plein certainement, puisqu'il est ici avec nous, en tant qu'enseignant, essayer de dire que c'est une journée et pour donner de la valeur. Non, c'est tous les jours qu'il faut donner de la valeur aux enseignants. Et je crois que c'est l'un des métiers les plus éprouvants qu'il y ait. Et parce que vous restez... Ce n'est pas seulement quand l'enseignant vient en salle de classe de 8h à midi ou de 15h à 19h qu'il est enseignant. Il est enseignant même en étant à la maison parce qu'il y a un certain nombre de préparations à faire avant d'être là. Et je crois qu'il faut qu'on valorise davantage cette profession-là dans notre pays. Mais malheureusement, on a comme l'impression que c'est le parent pauvre de l'administration dans notre pays. Et parce que quand vous voyez les conditions qui sont faites par exemple à ceux qu'on appelle aspirants, moi je ne sais pas si on peut aspirer à enseigner les enfants. L'enseignement, c'est une vocation. Il faut d'abord saluer, il faut d'abord saluer la volonté du gouvernement. Non, je salue la volonté du gouvernement de mettre à disposition les enseignants pour le système éducatif. Mais je dis et je répète que être enseignant, ça ne peut pas être qu'on aspire à l'être. C'est une vocation. Et pour ça, il faut... M. Achille a 2 ou 3 casquettes. Quand on célèbre la journée des enseignants, il est là. Quand on célèbre la liberté de presse, il est là. Oui, que voulez-vous. Donc, je dis qu'il faut faire en sorte que les conditions de vie des enseignants soient davantage améliorées, qu'on reconnaisse davantage leur place dans la société. Et je crois que c'est déjà de bon ton qu'on célèbre chaque année les enseignants, mais qu'on célèbre davantage les enseignants, non à travers les discours, mais dans véritablement les actes. Parce que il y a... Heureusement, vous avez bien chuté. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes. Et les problèmes, c'est d'abord... premier problème, selon moi, je peux me tromper, le premier problème, c'est d'abord la formation. Et c'est en cela que je dois pas tout à l'heure l'aspirana. Il faut que les enfants, que les apprenants aient devant eux des gens qui ont la vocation, mais des gens qui sont également très bien formés pour le job. Il faut déjà ça. Et ensuite, moi, je veux dire juste 2 choses. Il faut les mettre dans des conditions où véritablement ils peuvent faire le job et prendre soin véritablement des enfants. Parce que l'enseignant, ce n'est pas seulement celui qui apprend à l'enfant A, B et C. C'est celui qui façonne également l'enfant pour la vie. C'est celui qui, en dehors de la maison, c'est là également où l'enfant passe le plus clair de son temps, où il faut l'éduquer et lui donner un certain prix pour la vie. Merci. Oui, bonne fête à vous. Bonne fête également à vous aussi. Parce que vous êtes aussi enseignant à la maison. Mais bon, en fait, juste pour dire à la suite de Gaspard que c'est dommage que aujourd'hui, quand on demande aux enfants à quel métier ils aspirent, qu'est-ce qu'ils veulent devenir demain, qu'ils ne disent pas avec fierté, avec détermination qu'ils veulent être enseignants. Ils disent beaucoup plus politiciens ou ministres. Ou députés. C'est dommage parce que sous d'autres cieux, les gens reconnaissent tellement la valeur de la chose que le fonctionnaire qui a les meilleures conditions, c'est l'enseignant. Parce qu'on sait, comme il a dit tout à l'heure, que l'enseignant, c'est celui qui est occupé à plein temps. Ce n'est pas pour rien. Les gens pensent que les 3 mois qu'on donne pour se reposer, que c'est une grâce. Non, ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas du tout une grâce. C'est difficile d'enseigner. Parce qu'un bon enseignant est au travail tout le temps. Il est au travail la nuit, il est au travail le jour. S'il ne sait même pas faire, il n'a pas de moment de plaisir pour lui-même. Et c'est dommage que sous nos cieux, c'est dommage que sous nos cieux, oui, en fait, il y a peut-être un problème de conscience aujourd'hui parce que de plus en plus, les jeunes se décontractent. Ils se décontractent. Bon, est-ce que le professeur devait se retrouver sur Daguerre s'il avait vraiment la bonne condition? Parce qu'il a le droit donc de se faire plaisir, mais normalement pas chez le daguerre, mais aussi dans une buvette comme tout le monde. Et c'est dommage lorsque, par exemple, et c'est ce qu'on a reproché à l'un des ministres, ou ce qu'on reproche peut-être en partie,
au régime. Lorsqu'on dit par exemple que l'enseignant devait se contenter de son beignet et de sa bouillie, non, je crois que c'est des images qu'il faut éviter donc, de projeter dans l'opinion parce que ça ne donne pas, ça n'honore pas la République, ça n'honore pas ce travail-là qu'on fait. Il faut travailler à améliorer les conditions de vie des enseignants. C'est d'abord ça. Vous allez en Allemagne aujourd'hui, sous Merkel, il paraît qu'elle a fait les conditions des enseignants, c'est-à-dire il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Merci. Donc je crois que c'est à cela que nous appelons nos dirigeants. À l'international, l'autre enseignant qui a déposé son maître au Burkina Faso, Traoré, le capitaine qui dépose le colonel. C'est pour la première fois que je vois dans ce monde-là que les choses se passent à l'envers. Bon, mais il paraît que le plus souvent, ceux qui font les coups d'État, ce sont les subalternes. Bon, nous constatons malheureusement que le Burkina Faso continue d'être le théâtre des coups d'État, des perturbations politiques. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont finir. Je ne sais pas si Blaise Compaoré est en train de faire quelque chose pour se faire désirer, pour faire regretter à son peuple son départ. Je ne sais pas, mais je constate malheureusement que depuis qu'il est parti, le Burkina Faso n'a plus la paix. N'a plus la paix, c'est dommage. Bon, les gens évoquent la mémoire ou l'ombre de Sankara qui serait en train de rôder encore autour. Mais je crois quand même qu'il faut savoir raison garder parce que ce qui se passe, ça ne permet pas aux Burkinabés d'être à l'aise. Ce qui se passe, même au Mali, ce n'est pas heureux. Les coups d'État, nous avons fait, en fait, le Burkina, comme le Bénin par exemple, a fait déjà l'option de la démocratie. Et je crois qu'il faut apprendre aussi à respecter les lois qu'on s'est données. Et donc, c'est à cela que nous allons appeler les Burkinabés. Il faut qu'ils arrêtent avec les coups d'État. Sinon... Bonjour les dégâts. Vraiment. Gaspard Diamossi, le capitaine qui dépose le colonel. Oui, bon, là, il n'y a pas de problème. Vous savez, nous sommes... D'ailleurs, c'est un coup d'État dans un coup d'État parce que celui qui a été déposé est l'auteur d'un coup d'État. Donc, en fait, je crois que c'est une situation entre militaires. Et je crois que c'est les plus forts qui l'ont remporté. Encore que, aujourd'hui, on voit le capitaine Traoré devant, mais rien ne nous dit qu'il n'y a pas des hauts gradés qui sont en dessous, dans l'ombre de ce qui s'est passé. D'ailleurs, je crois qu'il a reçu, quelques jours après l'onction, des hauts gradés qui ont promis de l'aider. Et je crois qu'il a aussi dit qu'il n'est là que pour expédier les affaires courantes et que dans quelques jours, on saura véritablement qui va prendre les rênes du pouvoir. Mais le coup d'État du Burkina Faso permet de réfléchir sur l'ensemble des situations de ce genre-là sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest. Et il faut qu'au lieu de rester sur les coups d'État, il faut qu'on voit un peu les conditions qui ont amené à ces coups d'État. Parce que quand vous prenez le cas de la Guinée, par exemple, c'est cette affaire de troisième mandat et d'Alpha Condé, l'opposant, qui est arrivé au pouvoir et qui a voulu faire pire que ce qu'il critiquait, qui s'est octroyé un troisième mandat dans le sang de ses compatriotes et qui a amené les militaires quelque temps après à mettre fin à ce système. Quand vous prenez le Mali, en dehors de tout, il y avait quand même un président qui était en place, mais c'est, je dirais, quelque part la malgouvernance et la corruption qui caractérisaient ce régime-là, qui a amené les Maliens à commencer par se soulever. Il y avait une telle crise que le président gouvernait sans gouverner, et le terrorisme qui a commencé par vraiment sévir et par gangréner complètement tout le pays, qui a amené les militaires quelque part à intervenir. Et quand vous prenez également le Burkina Faso, je crois qu'il y avait une telle crise que le peuple a été obligé de se soulever pour déposer dans un premier temps Blaise Compaoré, organiser des élections. Mais celui qui a pris la succession également était empêtré dans les problèmes de terrorisme et autres. Ça a amené les militaires. Parce que chaque fois, les militaires trouvent toujours un prétexte ou un alibi pour s'inviter dans le débat politique. Donc, si les acteurs politiques ils font en sorte
de ne pas donner ces alibis-là aux militaires. Je ne pense pas que ces situations-là surviennent. Et malheureusement, pour l'expérience que nous suivons souvent, quand vous regardez un peu ces militaires-là aussi, quand ils prennent le pouvoir, ils ne font pas tout ce qu'ils font n'est pas... C'est pas mieux que ce qu'ils dénonçaient, c'est pas mieux que ce qui se faisait avant qu'eux-mêmes ils ne prennent le pouvoir. Donc nous sommes véritablement dans un engrenage. Et dans tout ça là, il y a aussi ce que d'autres qualifient de guerre des puissances qui s'y mixent, où on veut que le régime qui est là soit proche d'un camp extérieur. Et il y a tout ça là qui déstabilise le continent. Donc c'est à nous, Africains, de réfléchir en sorte de mettre fin à cette situation. Merci, c'est terminé pour aujourd'hui. Gaspard Adjamossi, votre conclusion? Sur le dernier sujet, j'ai tellement bavardé que je ne sais pas si... Ma conclusion, c'est encore une fois de remercier tout le monde. Et nous avons eu la confiance de ceux qui nous suivent. Nous recevons également leurs différentes critiques et observations qui permettent d'améliorer cette émission. Nous sommes repartis pour la deuxième année et nous comptons toujours sur leur fidélité, leur confiance et leurs différentes suggestions qui nous permettent, comme je l'ai dit, d'améliorer cette émission. Nous sommes évidemment à leur service. Et nous remercions également, nous avons fait un an ensemble, j'espère que nous en ferons beaucoup plus. Inch'Allah, Traoré a fait l'actualité au Burkina Faso. On va lui dire merci, non, Gaspard Adjamossi. Merci à Traoré, à celui qui l'a déposé d'Amiba et aux enseignants béninois. Donc à Chiloussou. Enseignant, merci à vous, votre opinion. Je souhaite simplement un très bon week-end à tous. Un week-end sans coup d'État. À tous nos auditeurs ou téléspectateurs. Bon week-end à l'équipe technique de Guéret TV. Merci à vous, Achille Gaspard Adjamossi, merci. Amis internautes de Guéret TV Monde, c'est définitivement terminé pour ce vendredi 7 octobre 2022. On va se retrouver, si Dieu le veut, vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Adjamossi, non, j'allais dire Alphonse Botton de l'autre côté, Kabiro Adjadi, Patrice Aïronton. De toutes les façons, cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Au revoir et à vendredi prochain. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guéret TV Monde.